Bismillahirrahmanirrahim, donc bienvenue dans ce nouveau cours d'immunologie portant sur les profils protéiques, sériques, urinaires et rachidiens. On va commencer tout de suite. Donc on commence d'abord par définir ce qu'est un profil protéique. Donc c'est un dosage de protéines contenues dans le sang, dans les urines ou dans le LCR, le liquide céphalorachidien, et qui va nous renseigner sur l'état physiologique et ou pathologique de l'organisme. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'un profil protéique, au final, c'est une étude simultanée et corrélée de protéines sélectionnées, donc d'un ensemble de protéines. Pourquoi on les dose? En raison de leur implication dans les grandes fonctions de l'organisme d'un côté, c'est pour cela qu'on a dit ça reflète l'état physiologique de l'organisme d'un côté, et aussi en plus de la signification pathologique de leur variation. Donc c'est pour cela qu'on a dit que ça reflète aussi l'état pathologique de l'organisme. Maintenant, pourquoi un profil et non pas une seule protéine? Donc un profil, ça veut dire un ensemble de protéines. Donc parce que simplement, donc une seule protéine, le dosage d'une seule protéine ne suffit pas pour donner ou bien pour renseigner sur l'état physiologique et ou pathologique de l'organisme. Ça ne suffit jamais, donc il faut tout un ensemble de protéines pour, par exemple, poser le diagnostic d'une pathologie. D'accord? Parce que, par exemple, au cours d'une pathologie, les variations qui touchent donc les niveaux bien les concentrations des protéines, ça ne touche pas donc uniquement une seule protéine isolée et les autres non. Donc c'est pourquoi on fait un profil, je veux dire, et non pas donc le dosage d'une seule protéine donnée. Maintenant, pourquoi le sérum, les urines et le liquide céphalorachidien? Parce que simplement, il s'agit des liquides les plus informatifs sur l'état de l'organisme. Donc ça, c'est simple. C'est les liquides qui nous donnent le plus d'informations donc, sur l'état de notre organisme. Très bien. On va commencer tout de suite par les profils sériques. Donc dans ce cours-là, on verra les profils protéiques sériques, urinaires et rachidiens. D'accord? Maintenant, pour les profils protéiques sériques, en définition, il s'agit d'un dosage et d'une représentation graphique, parce qu'on va établir des graphes par la suite, d'un certain nombre de protéines, sériques bien sûr, donc qui se trouvent dans le sérum, en fonction de l'âge et du sexe, et qui va nous renseigner sur l'état physiologique et ou certains états pathologiques de notre organisme. Donc ça, c'est simple, on va doser des protéines qui se trouvent dans le sérum, bien sûr, en prenant en considération donc l'âge et le sexe du patient, et cela va nous renseigner sur l'état physiologique et ou pathologique de l'organisme. Très bien. Ça, on a compris que veut dire un profil protéique sérique. Et donc depuis tout à l'heure, on parle d'un profil, d'un ensemble de protéines, et il ne faut pas donc ne pas donc faire donc le dosage d'une seule protéine isolée, mais plutôt d'un ensemble. Quelles sont ces protéines? Quelles sont ces protéines qu'on va doser au niveau du sérum et qui vont nous renseigner sur l'état de l'organisme? Maintenant, il faut savoir que donc, pour ces protéines-là, donc, il s'agit de l'albumine, de l'urosomucoïde, de l'apto, la transférine, la fraction C3 du complément, les immunoglobulines, plus ou moins la CRP. D'abord, il faut savoir le lieu de synthèse de cette protéine pour savoir interpréter le profil. D'accord? Donc, pour savoir interpréter le profil protéique, il faut savoir d'abord le lieu de synthèse de ces protéines. Pour l'albumine, l'uroso, l'apto, la transférine, ces protéines-là sont de synthèse hépatique, donc au niveau du foie. Pour la fraction C3 du complément, donc leur synthèse ou bien sa synthèse peut être hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie, comme elle peut être bien sûr lymphoplasmocytaire, donc par les plasmocytes. Pour les immunoglobulines, c'est des protéines de l'immunité, donc elles sont synthétisées par les plasmocytes aussi, d'accord? En plus de la C3, donc on vient de dire ça, plus ou moins la CRP. Très bien. Maintenant, on sait il s'agit de quelles protéines. On sait aussi leur lieu de synthèse. Maintenant, c'est quoi la technique qu'on va utiliser pour doser ces protéines? Donc, comment va-t-on doser ces protéines? Par quelle technique? Donc, la technique de référence, c'est la technique de laser néphélimétrie. Donc, pourquoi aussi la laser néphélimétrie? Parce que la concentration, bien la teneur de ces protéines dans le sérum, elle est relativement importante. Donc, c'est de l'ordre de grammes par litre. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on préfère la méthode de laser néphélimétrie, alors que les techniques de haute sensibilité sont réservées donc, pour l'étude ou là, le dosage des protéines, donc, dont la teneur est de l'ordre de microgrammes par litre ou nanogrammes par litre. D'accord? Par exemple, donc des très petites concentrations.
Donc ici, on n'a pas besoin d'une autre sensibilité parce que simplement, c'est des protéines qui se trouvent dans le sérum à des concentrations de l'ordre de grammes par litre. Donc c'est ça. Maintenant, donc ça, c'est la technique, c'est la laser néphélémétrie. Donc cette technique, la procédure, donc comment est-ce qu'on va faire pour doser ces protéines? Donc c'est quoi la procédure? D'accord? C'est quoi les étapes? C'est simple. On fait traverser par un faisceau laser le milieu réactionnel, donc où on a mis la protéine à doser. On suspecte donc, par exemple, dans un sérum, donc il y a un taux élevé d'albumine, ou bien un certain taux, oui, un taux élevé d'albumine, et on cherche à doser l'albumine, par exemple, dans cet échantillon, là, dans ce sérum. On rajoute l'anticorps spécifique, donc par exemple anti-albumine, d'accord, qui doit être en excès. Donc ça, c'est une condition très importante de la méthode de laser néphélémétrie. Donc l'anticorps doit être en excès. Donc on vient de le dire, l'anti-albumine par exemple. Donc ça, c'est un exemple. On les laisse réagir. Bien sûr, la réaction va faire apparaître des complexes humains. Donc l'anticorps va reconnaître donc l'antigène, qui est ici l'albumine. Il va y avoir formation de ces complexes humains. Ces complexes humains vont rester en suspension, d'accord? En fait, cette réaction-là, ou bien cette technique, repose sur la précipitation, donc l'immunoprécipitation. Donc, c'est une technique d'immunoprécipitation. Ces complexes vont dévier la lumière laser selon un angle alpha, directement proportionnel à la concentration de la protéine à doser. Ça veut dire quoi? Plus l'angle alpha augmente, plus la concentration des protéines, c'est-à-dire par exemple ici l'albumine, dans le sérum à doser, augmente. D'accord? Ça signifie plus on a un angle alpha donc important, ça signifie qu'on a une concentration ou bien une teneur importante donc en protéines, donc la protéine qu'on cherche à doser. Donc voilà un schéma représentatif de la technique de laser néphélémétrie. Voilà le schéma. Donc voilà notre, par exemple, échantillon. Donc c'est le sérum du patient qui contient l'albumine, bien sûr. On va le faire traverser par un faisceau laser. Ce faisceau laser, en traversant le sérum, va être dévié, d'accord? La lumière va être déviée d'un angle alpha. Cet angle alpha est d'autant plus important et d'autant plus grand que la concentration en albumine dans mon sérum est importante. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il y a une certaine relation proportionnelle, donc une proportionnalité entre la concentration, bien la teneur par exemple en l'albumine, donc la protéine à doser, et cet angle alpha que nous allons mesurer bien sûr par un détecteur. Donc c'est ça la technique de laser néphélémétrie. C'est une technique qui est très simple. Donc maintenant qu'on a défini c'est quoi un profil protéique, on a énuméré les protéines qu'on va doser au cours de ces profils protéiques, d'accord, dans ces profils protéiques. On a donc expliqué la méthode utilisée pour le dosage. Maintenant, on va commencer par le premier profil, c'est celui de la réaction inflammatoire. Vous savez qu'au cours de l'inflammation, la première cellule à intervenir, c'est le macrophage. Vous savez que c'est une CPA qui prend en charge des antigènes, qui les expose à sa surface membranaire. Bref, ce macrophage va synthétiser des interleukines pro-inflammatoires. Ces interleukines pro-inflammatoires, nous avons l'interleukine 1, donc 6 et TNF-alpha, le TNF-alpha, vont donc stimuler pas mal d'organes. Et parmi leurs organes cibles, le foie. Donc le foie va répondre suite à la stimulation par ces cytokines pro-inflammatoires. Donc en faisant, donc, il va répondre par deux manières, si on peut dire. La première, c'est de stimuler la synthèse de protéines dites protéines de la réaction inflammatoire positive, des PRI+, et la deuxième, c'est d'inhiber la synthèse d'autres protéines dites les PRI-. PRI-, ça veut dire les protéines de la réaction inflammatoire négative. Très bien. Donc, vous savez aussi que la réaction inflammatoire elle a une certaine chronologie. Une certaine chronologie, c'est-à-dire elle évolue en stade. Nous avons la réaction inflammatoire suraiguë, c'est la première. Donc après, c'est la réaction inflammatoire aiguë, la réaction inflammatoire subaiguë et la réaction inflammatoire chronique. Et selon le stade considéré, selon cette chronologie, nous allons avoir des protéines, donc de taux de certaines protéines qui vont augmenter.
Donc, en commençant par la réaction inflammatoire sur aiguë, c'est la CRP qui augmente. Ça veut dire qu'au cours de l'inflammation, de la réaction inflammatoire, la première protéine à augmenter, c'est la CRP. Donc, vous voyez ici qu'elle apparaît au bout de 6 heures. Donc, c'est vraiment rapide. Et c'est pourquoi son dosage est important pour la détection des infections néonatales. Donc 6 heures, c'est vraiment rapide. D'accord? Après, nous avons au cours de la réaction inflammatoire aiguë l'apparition de l'orosomucoïde, d'accord, qui va augmenter au bout de 12 heures. Voilà. Après, ces réactions inflammatoires subaiguës avec l'aptoglobine, donc qui apparaît dans quelques jours. Et après, en dernier, nous avons au cours de la réaction inflammatoire chronique l'apparition des immunoglobulines. Donc les immunoglobulines, et attention ici, leur synthèse est lymphoplasmocytaire, d'accord? Nous avons toujours ici le tableau avec nous de côté. Les immunoglobulines sont de synthèse lymphoplasmocytaire, d'accord? Il faut se rappeler de ça, il ne faut pas mélanger. Et nous avons donc bien sûr, ces immunoglobulines qu'on apparaissent au bout de quelques semaines à quelques mois. D'accord? C'est vraiment tardif par rapport aux autres protéines qui apparaissent dans des stades beaucoup plus précoces. Maintenant, nous avons un cas spécial qui est la réaction inflammatoire chronique évolutive. Il s'agit de quoi? Donc, il s'agit de réactions inflammatoires apparaissant au cours des maladies auto-immunes. Donc, ces maladies auto-immunes, bien sûr, qui sont accompagnées de l'apparition d'auto-anticorps, ces maladies, on a dit, donc évoluent par poussée-rémission. Donc poussée-rémission veut dire quoi? Veut dire qu'il y a une certaine période où les symptômes de la maladie sont là, donc le malade donc ressent les symptômes, donc c'est normal, d'accord, le plus normalement possible. Et puis, donc survient une période de rémission, c'est-à-dire de récupération, où les symptômes donc disparaissent. Donc, en faisant un profil protéique chez ces patients, qu'est-ce qu'on va remarquer? Dans la phase de rémission, c'est-à-dire de récupération, disparition de tous les symptômes, qu'est-ce qu'on va retrouver lorsqu'on fait un profil protéique? Ça sera donc les immunoglobulines qui sont augmentées. Pourquoi? Car, comme on a dit, ces maladies auto-immunes, ce sont des maladies chroniques. D'accord? Ce n'est pas une maladie qui apparaît, je ne sais pas moi, dans une période de temps, puis elle disparaît. Non, c'est des maladies qui sont toujours là, des maladies chroniques. Donc, il y a toujours les immunoglobulines. En plus de ça, ces maladies auto-immunes, comme vous le savez, donc s'accompagnent de la production d'auto-anticorps. Donc ces auto-anticorps, c'est quoi leur nature? C'est des immunoglobulines. C'est pour cela que c'est très logique de retrouver des immunoglobulines qui sont augmentées. Alors que dans la phase de poussée, les immunoglobulines, on va les retrouver toujours. On vient de le dire, c'est une maladie chronique. Donc il y a toujours ce fond de chronicité. Et après, on va retrouver, en plus de ces immunoglobulines, d'autres protéines, la CRP, l'orosomucoïde et l'aptoglobine. C'est logique, c'est une poussée inflammatoire, une nouvelle poussée. Nous allons retrouver toutes les autres protéines donc, observées au cours des stades donc, suraigus, aigus et subaigus de la réaction inflammatoire. D'accord? Jusqu'à arriver à la phase ou bien au stade chronique. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a une information qu'il faut donc signaler, c'est que la concentration de ces protéines, observées au cours, c'est ces PRI+, d'accord, ces protéines de la réaction inflammatoire positive, donc nous renseigne sur l'intensité de la réaction inflammatoire. Une personne qui fait une réaction inflammatoire avec, je ne sais pas moi, une apto à 8 ou là à 6, donc à 8 par exemple, on va prendre ce chiffre, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais bon, on va dire par exemple une personne qui fait une réaction inflammatoire avec une apto A8. Une autre qui fait une réaction inflammatoire mais avec une apto A5 ou A6, c'est pas la même chose. Vous comprenez aisément que chez la personne avec une apto A8, donc la réaction inflammatoire est plus exagérée et plus sévère. D'accord, par rapport à la personne qui fait une réaction inflammatoire avec une apto A6 ou là A5, ou là une valeur moins importante. Donc c'est pour cela qu'on dit que la concentration de ces protéines, ces PRI+, nous renseigne sur l'intensité, sur le degré de la sévérité de la réaction inflammatoire. Donc on a parlé des PRI+, qui se trouvent augmentés au cours d'une réaction inflammatoire, et on a parlé des stades d'évolution, bien de la chronologie d'une réaction inflammatoire. Maintenant, on a dit que le foie répond aux interleukines ou bien aux cytokines pro-inflammatoires, donc de deux manières, en augmentant ces PRI+, on vient de les voir, et
Donc, en même temps, il va diminuer la synthèse des PRI-. D'abord, c'est quoi ces PRI-, ces protéines de la réaction inflammatoire négative? Pourquoi elles se trouvent diminuées? D'accord? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Maintenant, ces PRI-, il s'agit de l'albumine et la transférine. Donc, c'est les protéines de la réaction inflammatoire négative. Pourquoi elles se trouvent diminuées? C'est très simple. Donc, c'est de 1, la déviation du pool d'acides aminés vers la synthèse des PRI+, aux dépens des PRI-. Donc moi, je favorise la synthèse des PRI+, j'ai besoin de ces PRI+, donc je dois dévier la quantité d'acides aminés que j'ai vers la synthèse de ces PRI+. Donc les PRI+, sont prioritaires, d'accord? Donc j'ai besoin de ces acides aminés. D'accord? Je ne vais pas utiliser ces acides aminés pour produire quelque chose que j'en ai pas besoin. D'accord? J'ai besoin des PRI+, je garde le pool d'acides aminés, je le dévie, c'est-à-dire je dirige la synthèse vers ces PRI+, car elles sont prioritaires. Deuxième cause, c'est de préserver la pression oncotique dans l'organisme. Préserver la pression oncotique dans l'organisme. Vous savez que la pression oncotique dans l'organisme, elle est en relation avec quoi? Avec les protéines. Très bien. Augmentation des concentrations des protéines signifie quoi? Augmentation de la pression oncotique. Or, moi, je veux garder l'homéostasie de l'organisme, l'équilibre. D'accord? Je ne dois pas avoir un état où la pression oncotique est anormalement augmentée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais diminuer ces protéines dites PRI-, d'accord, que j'en ai pas besoin. D'accord? J'ai pas besoin des PRI-, donc je vais ni les synthétiser, d'accord, parce que j'ai besoin du pool d'acides aminés pour synthétiser PRI+, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, je veux à tout prix garder l'équilibre dans l'organisme en gardant la pression oncotique constante, d'accord? Parce que les PRI+, une fois leur concentration se trouve augmentée, donc la pression oncotique normalement va augmenter aussi. Donc pour l'équilibrer, pour la faire diminuer encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inhiber la synthèse de ces PRI-. Voilà, et je vous ai dit qu'un profil protéique, c'est un dosage et une représentation graphique. Je vous ai dit qu'on va établir des graphes. Voilà le graphe. Donc deux graphes. Ici, c'est pourquoi nous disposons de ces deux graphes. Donc pour voir l'intensité de la réaction inflammatoire. Vous voyez qu'ici, c'est une personne qui présente avec une réaction inflammatoire où le roseau et l'apto sont augmentés. Vous voyez ici en rouge. Et là, c'est aussi le roseau et l'apto, mais à des concentrations beaucoup plus élevées par rapport à cette situation. Et c'est pour cela qu'on a dit ici, c'est une réaction inflammatoire modérée, alors qu'ici, il s'agit d'une réaction inflammatoire intense. Donc, elle est plus sévère, plus importante que celle-là. D'accord? C'est ça le point qu'on vient d'évoquer lorsqu'on a dit que l'intensité d'une réaction inflammatoire, elle est fonction des concentrations de ces protéines, les PRI+. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de ça. Donc deuxième profil protéique, c'est celui de l'insuffisance hépatocellulaire. Donc l'insuffisance hépatocellulaire, comme son nom l'indique, donc c'est un ensemble de manifestations liées à une diminution des fonctions hépatocytaires, donc les fonctions de synthèse des hépatocytes, donc leurs fonctions vont se trouver diminuées, donc insuffisance hépatocellulaire. Lors des hépatites, par exemple, aiguës, chroniques, actives, ainsi que lors des cirrhoses. Donc ça, c'est quelques pathologies où on va se trouver avec une insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire où les fonctions des hépatocytes hépatocytaires vont se trouver diminuées. D'accord? Cette diminution des fonctions hépatocytaires se manifeste par quoi? Vous vous rappelez, lorsque j'ai commencé le cours, je vous ai dit qu'il faut préciser le lieu de synthèse de la protéine pour qu'on puisse après savoir interpréter un profil protéique. C'est là où on a besoin du lieu de synthèse. Donc maintenant que je parle de l'insuffisance hépatocellulaire, les fonctions de synthèse qui sont diminuées, je m'attends à quoi? Je m'attends à un profil protéique où les protéines de synthèse hépatique vont être diminuées. Et c'est justement ça ce qu'on va voir par la suite. Donc cette diminution des fonctions hépatocytaires se manifeste par quoi? Les protéines à synthèse hépatique diminuées. Alors que les IgG, les immunoglobulines, donc les IgM, les IgA, les IgG, qui vont
augmenter. C'est la seule source de protéines pour équilibrer la pression oncotique. Aussi, on les retrouve augmentées en cas d'hépatite auto-immune qui s'accompagne d'auto-anticorps. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'au cours de l'insuffisance hépatocellulaire, vous avez compris, les cellules hépatiques, c'est-à-dire les hépatocytes, donc leur fonction de synthèse se trouve diminuée. Donc, elles sont dépassées. Qu'est-ce qui va se trouver? Qu'est-ce qui va se passer? La synthèse des protéines hépatiques, elle diminue. Donc, les protéines à synthèse hépatique qu'on a vues dans le premier tableau, leur concentration vont tous chuter. Alors que les immunoglobulines, qui sont de synthèse lymphoplasmocytaire, d'accord, donc vont se trouver augmentées. Pourquoi? Parce que c'est la seule source de protéines pour équilibrer la pression oncotique. Je vous ai dit qu'il y a un certain équilibre dans l'organisme, c'est l'homéostasie, d'accord? C'est l'équilibre. Donc, pour garder cet équilibre, parce qu'on a donc un foie qui est dépassé, il ne synthèse plus ces protéines donc normalement. Donc, pour compenser cette perte de protéines et cette baisse de la pression oncotique, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc augmenter la sécrétion des immunoglobulines, donc leur synthèse, d'accord? Et on nous dit ici que ces anticorps, je veux dire les immunoglobulines, sont augmentés aussi au cours des maladies d'hépatite, par exemple, auto-immune. Donc, qui s'accompagne bien sûr d'auto-anticorps. Une maladie auto-immune, c'est quoi? Je répète, c'est une maladie. On va trouver donc les auto-anticorps, ils sont augmentés. Les auto-anticorps sont de quelle nature? C'est des immunoglobulines. Alors, on va les trouver augmentés, d'accord? La synthèse de la C3 n'est pas exclusivement hépatique, donc sa concentration va se trouver diminuée ou dans sa limite inférieure. Rappelez-vous, je vous ai dit que la fraction C3, elle est soit de synthèse hépatique, d'accord, et soit de synthèse lymphoplasmocytaire, d'accord. Sa synthèse, elle est double. Donc voilà les deux graphes donc, qui reflètent donc l'insuffisance hépatocellulaire avec les immunoglobulines qui sont augmentées comme source de compensation donc, de la perte protéique donc, résultante de l'insuffisance hépatocellulaire. D'accord? Et donc, voilà la C3, on vient de le dire, elle peut se trouver donc diminuée ou dans sa limite inférieure. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout pour, normalement pour l'insuffisance hépatocellulaire. Maintenant, on passe à un autre profil protéique, c'est celui de l'hémolyse. Donc, le profil protéique de l'hémolyse, d'abord, on va définir c'est quoi l'hémolyse pour comprendre donc pourquoi donc telle ou telle protéine est augmentée ou la diminue, pour comprendre donc pour savoir interpréter le profil protéique. Donc, l'hémolyse c'est quoi? C'est la lyse, c'est-à-dire la destruction des hématies, c'est les globules rouges. Et cette destruction s'accompagne de la libération du contenu des hématies, bien sûr, ça c'est clair. Entre autres, l'hémoglobine. Donc, bien sûr, va y avoir libération de tout le contenu de l'hématie. D'accord? L'hématie ne contient pas uniquement l'hémoglobine. Mais nous allons donc nous concentrer sur l'hémoglobine, qui va être transportée par son transporteur spécifique. Donc, une fois l'hématie éclatée, donc détruite, hémoglobine libérée, cette hémoglobine va être donc prise en charge par son transporteur, qui est l'aptoglobine. D'accord? Donc, cette aptoglobine, elle va où? Donc, elle va acheminer cette hémoglobine vers la rate et le foie, où elle va subir une dégradation. D'accord? Où elle va subir une dégradation. La concentration de l'aptoglobine qui s'est liée à l'hémoglobine pour assurer son transport va diminuer, voire effondrer. Pourquoi? Donc, ici, bien sûr, dans le dosage, on parle d'aptoglobine qui est libre. D'accord? On dose l'aptoglobine libre. Donc, dans l'hémolyse, donc après destruction des hématies et libération de leur contenu, on a dit entre autres donc l'hémoglobine, cette hémoglobine, on a dit qu'elle sera prise en charge par l'aptoglobine. Donc l'aptoglobine, presque dans sa totalité, va se trouver liée à l'hémoglobine pour la transporter vers la rate, d'accord? Et le foie où elle va subir, comme on a dit, la dégradation. Donc lorsqu'on va doser l'aptoglobine libre dans le sérum, on va trouver des concentrations qui sont très basses. D'accord? C'est pourquoi qu'on va trouver ces concentrations qui sont très basses. L'hémolyse qui s'accompagne d'une inflammation se caractérise par une concentration normale d'aptoglobine, protéine de l'inflammation. Donc cette aptoglobine, en plus de son rôle de transport de l'hémoglobine pour qu'elle soit donc détruite, dégradée, cette hémoglobine, elle a un deuxième rôle. Rappelez-vous, on a dit que c'est une protéine, c'est une PRE+, c'est une protéine de la réaction inflammatoire positive.
Donc, en cas d'inflammation qui accompagne l'hémolyse, ce sera donc logique de trouver une apto normale. D'accord, une apto normale. Pourquoi? Parce que d'un côté, donc, nous avons l'hémolyse et nous avons l'aptoglobine qui est donc occupée par donc, le transport de l'hémoglobine. Et d'un autre côté, donc, l'organisme va synthétiser plus d'aptoglobine parce qu'il s'agit d'une inflammation. D'accord? C'est pour cela qu'on peut trouver donc, une apto normale au cours donc, des hémolyses qui s'accompagnent donc, d'inflammation. Alors maintenant, on va donc passer au profil protéique du syndrome néphrotique. On va d'abord donc définir c'est quoi un syndrome néphrotique. C'est un ensemble de symptômes qui sont rencontrés lors d'un dysfonctionnement du néphron, qui est l'unité fonctionnelle du rein. Donc l'unité fonctionnelle du rein qui est le néphron, il est atteint, il y a un dysfonctionnement à son niveau. Donc un ensemble de symptômes apparaissent. Ces symptômes-là sont regroupés sous le nom de syndrome néphrotique. Très bien. Les conséquences de ce dysfonctionnement, on va retrouver des protéines comme l'albumine, les IgG et la transférine diminuées. Donc ces protéines-là sont à réabsorption glomérulaire. Donc lorsque l'atteinte touche le glomérule, d'accord, parce que le glomérule fait partie du néphron, qu'est-ce qu'il va y avoir? Fuite de ces protéines, alors leur concentration sérique va être diminuée. Alors que pour l'IgM et l'apto, on va le trouver augmenté parce qu'il s'agit simplement de molécules à poids moléculaire qui est important. Donc malgré la défaillance glomérulaire, il ne va pas y avoir fuite de ces deux protéines à poids moléculaire important. Donc c'est ce qui est représenté sur ce graphe-là. Donc nous remarquons que les IgM et l'apto, donc leurs concentrations sont augmentées, d'accord? Et les autres, la transférine, l'albumine et les IgG sont diminués. Voilà pour le syndrome néphrotique. Maintenant, donc ici c'est une remarque juste pour vous dire que l'électrophorèse, c'est une technique de séparation de protéines, selon bien sûr leur charge et leur poids moléculaire, qu'on peut utiliser donc, pour analyser donc, qualitativement les protéines donc, au niveau du sérum. Et donc les résultats de cette technique, c'est quoi? C'est l'apparition de 6 zones et chaque zone donc, correspond à un certain type de protéines. Par exemple, l'albumine, c'est la première zone, le roseau, c'est alpha 1, l'apto, c'est l'alpha 2, la transférine, c'est bêta 1, c'est 3, c'est la bêta 2, les immunoglobulines, c'est la zone gamma. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Deuxièmement, on passe au deuxième type de profil protéique, c'est le profil protéique urinaire, aussi important que les profils sériques. Donc on a déjà dit ça parce que les profils protéiques, on a dit que ça se fait dans le LCR, dans le liquide céphalorachidien, le sérum et les urines. Donc c'est les liquides biologiques les plus représentatifs donc, de l'organisme. Les lésions rénales touchent l'unité fonctionnelle du rein, qui est le néphron, à l'atteinte peut être glomérulaire, tubulaire ou mixte. Donc ici, on nous dit que, en fait, je vous rappelle la structure d'abord d'un néphron, qui est l'unité fonctionnelle du rein. Il est constitué donc d'une capsule, d'accord, donc d'un corpuscule plutôt, un corpuscule, ça c'est le corpuscule de Malpighi, en plus d'un système tubulaire. Donc le corpuscule est constitué d'un glomérule, en plus d'une capsule, c'est la capsule de Bowman qui va entourer la chambre urinaire, ou la délimiter plutôt la chambre urinaire. Très bien. Donc ça, c'était pour le néphron. Donc, dysfonctionnement du néphron, la atteinte du néphron, c'est soit l'atteinte de ce glomérule, donc la filtration donc, du sang qui vient par l'artériole donc afférente. Donc, qu'est-ce qu'il va produire? Ça va nous produire les urines primitives. D'accord? Les urines primitives. Donc, ce glomérule, lorsqu'il est atteint, ou bien le néphron qui est atteint, veut dire soit glomérule atteint, soit système tubulaire qui est atteint. Très bien. Soit les deux, bien sûr, il se peut que les deux soient atteints en même temps. Donc l'atteinte peut être glomérulaire, tubulaire ou la mixte. Il est important de situer l'atteinte rénale, qu'elle soit glomérulaire, tubulaire ou mixte, en dosant des protéines dont on connaît le niveau de réabsorption. Très bien. Donc le point de départ, c'est quoi? Moi, je vais doser des protéines. Pourquoi? Pour situer l'atteinte au niveau de mon néphron, qu'elle soit glomérulaire, tubulaire ou bien les deux. Comment? En dosant des protéines dont je connais le niveau de réabsorption. Je connais donc par exemple pour l'albumine, la transférine, les immunoglobulines, l'apto, leur réabsorption est glomérulaire. Alors que pour l'alpha-1 microglobuline, la RBP, Retinol Binding Protein, le rosomucoïde, leur réabsorption elle est tubulaire. Donc je vais les doser. Et en comparant les valeurs obtenues par les valeurs de référence, les valeurs normales, donc je pourrais me situer, d'accord, localiser l'atteinte
elle est où? L'estimation de la gravité de l'atteinte glomérulaire, c'est-à-dire la sélectivité, permet de compléter l'exploration. Elle est estimée par l'index de Creutey ou de Necker. Le plus utilisé, c'est celui-là, de Necker, c'est le rapport. Donc, on va calculer un rapport IgG urinaire sur albumine urinaire, d'accord? Et ce rapport-là va refléter quoi? Ça va refléter la sélectivité. La sélectivité ou bien la sévérité ou là, le degré de gravité de l'atteinte. Donc, lorsqu'elle est sélective, donc l'atteinte, seulement l'albumine et la transférine sont retrouvées dans les urines. Je vais retrouver uniquement albumine plus transférine. Ça, c'est une atteinte sélective. Donc, elle est moins grave que lorsqu'il s'agit des trois à la fois. Transférine, albumine, immunoglobuline. Donc, les trois, lorsque les trois se retrouvent augmentés dans les urines, donc il y a fuite de ces trois types de protéines, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une atteinte qui est non sélective, qui est plus grave. D'accord? Ici, on nous dit juste l'index de Necker doit être inférieur à 0,05, c'est juste pour vous dire. Voilà donc ici, lorsqu'il y a une atteinte glomérulaire sélective, d'accord? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, atteinte glomérulaire, donc au niveau du glomérule, sélective, albumine et transférine qui sont, donc il y a fuite de ces deux protéines-là, donc albumine et transférine. Donc, on va les trouver dans les urines, d'accord? Ça, c'est l'atteinte qui est non sélective plutôt, qu'elle est moins grave, qui est moins grave que l'atteinte non sélective où les trois protéines sont retrouvées au niveau des urines. L'albumine, la transférine et les immunoglobulines G, les IgG, d'accord? Là, l'index de Necker, il est supérieur à 0,05, d'accord? Donc, normalement, c'est tout pour la... Pour l'atteinte tubulaire, on nous dit ici qu'elle est caractérisée par la présence dans les urines de la RBP plus la alpha-1, donc microglobuline. Voilà, parce qu'on vient de le dire, alpha-1 microglobuline ou RBP, leur réabsorption est tubulaire. Donc logiquement, lorsqu'il y a défaillance ou dysfonctionnement tubulaire, on va retrouver ces deux protéines, donc il va y avoir fuite de ces deux protéines, donc on va les retrouver au niveau des urines. D'accord? Donc ça, c'est pour l'atteinte tubulaire. La protéinurie, ça veut dire la présence de protéines au niveau des urines. L'atteinte est dite mixte lorsqu'elle touche le glomérule et les tubules en même temps. Donc ici, on ne fait que répéter. On va retrouver toutes les protéines citées précédemment, l'albumine, la transférine, les immunoglobulines, la domaga-éthique. C'est parce que le glomérule est atteint, en plus de l'alpha-1 microglobuline et la RBP parce que l'atteinte est tubulaire. Donc mixte, on va trouver tout ça dans les urines. Maintenant, donc le dernier profil, c'est le profil protéique rachidien. D'accord, les profils protéiques rachidiens. Donc il faut savoir deux points importants. Donc un point sur la barrière hémoméningée et un deuxième sur le système immunitaire du système nerveux central. Donc le premier point, c'est que la barrière hémoméningée, donc c'est une barrière, comme son nom l'indique, qui sépare le sang du liquide céphalorachidien. Pourquoi? Pour empêcher toute protéine ou substance donc pathogène de passer du sang vers le LCR. D'accord? C'est une sorte de protection du système nerveux central. Donc, elle joue un rôle de filtre empêchant le passage des protéines du sang vers le LCR. Et avec l'âge, bien sûr, avec le vieillissement, cette barrière va se détériorer. Le système immunitaire, deuxième point, du système nerveux central est un système privilégié. Ça veut dire quoi ça? Donc, absence de réaction inflammatoire locale, donc c'est-à-dire au niveau du système nerveux central physiologiquement. C'est-à-dire que physiologiquement, on ne retrouve pas de réaction inflammatoire locale, donc au sein du système nerveux central. Maintenant, l'intégrité de la barrière hémoméningée. D'accord, cette barrière hémoméningée qu'on vient de définir, son intégrité donc peut être révélée après dosage de l'albumine sanguin, donc en grammes par litre, et l'albumine du LCR en milligrammes par litre. La teneur, elle est moins importante au niveau du LCR, vous l'avez remarqué. Comment est-ce qu'on va donc révéler l'intégrité de cette barrière? Eh bien, c'est en calculant ce rapport. Il s'appelle le rapport albumine. Donc, albumine LCR en milligrammes ici par litre, divisé par albumine sanguin en grammes par litre. Donc, c'est inversé. D'accord? On calcule ce rapport-là. Et ce rapport, bien sûr, il varie avec l'âge. Donc, comme on vient de le dire, on a dit que cette barrière, elle se détériore avec l'âge. Donc, logiquement, ce rapport va augmenter avec l'âge. Donc, le rapport albumine augmenté signifie quoi? Signifie albumine LCR augmenté. D'accord? Donc, il est moins de 4 chez les sujets de moins de 20 ans, moins de 6 chez les sujets entre 20 et 40 ans, et moins de 8 chez les sujets entre 41 et 60 ans.
Donc, ce rapport-là, d'accord, va nous renseigner s'il y a fuite, s'il y a passage donc, de l'albumine du sang vers le LCR. Et cela veut dire quoi? Veut dire que la membrane, elle a été donc détériorée, elle est détériorée, d'accord? Elle est défaillante en quelque sorte. Maintenant, on passe au deuxième point, c'est le dosage des immunoglobulines. Donc, on vient de dire que le système donc, immunitaire du système nerveux central est un système privilégié. Ça veut dire quoi qu'il est privilégié? C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc, de réaction inflammatoire locale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a une réaction inflammatoire locale? Donc, comment est-ce qu'on va révéler l'existence de cette réaction inflammatoire locale? C'est à partir donc, du dosage des immunoglobulines. Ici, donc, on nous parle d'un autre rapport, c'est le rapport de Link, qui est les IgG au niveau de LCR, divisé par les IgG sériques, fois l'inverse du rapport albumine. D'accord? C'est l'inverse du rapport albumine. Donc, albumine sanguin divisé par albumine au niveau LCR, du LCR. Donc, vous voyez que les unités vont se simplifier, donc on va se trouver avec un pourcentage. Donc, cet index de Link doit être inférieur à 60%. Lorsqu'il dépasse 60%, ça signifie quoi? Donc, comme on l'a dit déjà, donc une inflammation au niveau du système nerveux central. D'accord? Maintenant, on va passer, donc, pour terminer, à ce diagramme d'interprétation des profils rachidiens. Donc, lorsqu'il s'agit, je vous ai dit, rappelez-vous, le rapport albumine, il est fonction de l'âge. Donc, pour un sujet qui a moins de 20 ans, il est inférieur à 4. Entre 20 ans et 40 ans, il est inférieur à 6. Et entre 40 ans et 60 ans, il est inférieur à 8. Nous allons prendre par exemple l'exemple d'un sujet qui a moins de 20 ans. Donc, un sujet qui a moins de 20 ans, qui se présente avec un taux ou bien un rapport d'albumine inférieur à 4 et un index donc de Link qui est inférieur à 0,6, c'est-à-dire 60%, c'est un sujet qui est normal. Donc, lorsque l'index de Link toujours reste inférieur à 0,6, mais que le rapport albumine dépasse 4, là, on est dans le cas d'un profil de type transudatif, c'est-à-dire qu'ici, la barrière hémoméningée est altérée. D'accord? On passe au troisième cas, c'est lorsque l'index IgG ou bien l'index de Link dépasse 60%, avec un index ou bien un rapport albumine qui est inférieur à 4, là il s'agit donc d'un cas où la sécrétion des IgG, donc il y a une sécrétion intrathécale des IgG, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation locale donc au niveau du système nerveux donc central. Et dans le dernier cas de figure, c'est le profil de type méningite, c'est lorsque l'index de Link dépasse la 0,6, d'accord, et que donc l'index ou bien le rapport albumine dépasse 4. Donc là, on est dans ce profil-là où la barrière hémoméningée est altérée, en plus donc de la présence d'une inflammation au sein du système nerveux central.